Ladji Doucouré détient l'un des palmarès les plus impressionnants de l'athlétisme français. Mais quand on s'intéresse un peu plus en détail à son histoire, on s'aperçoit qu'elle est parsemée de succès, mais aussi d'embûches et d'obstacles à franchir. Car derrière chaque médaille d'or se cache souvent une histoire humaine passionnante. Alors comment a-t-il fait pour gérer la notoriété fulgurante qu'on obtient quand on devient un nouveau champion du monde? Comment faire face aux attentes, aux sollicitations et aux blessures qui peuvent briser des rêves? Et après sa carrière, comment a-t-il réussi à se réinventer en participant à l'émission Danse avec les stars, alors que sa confiance en lui était, à cette époque, au plus bas? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir en entrant dans la tête de Ladji Doucouré. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans l'émission notre tout premier invité avec un double titre de champion du monde. Il s'agit de Ladji Doucouré, médaillé d'or en 2005 sur 110 mètres haies et 4x400. Ladji, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Ça va, merci à vous, bonjour. Je vais me prêter au jeu. Ça va être mon premier podcast. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas voir. Ladji, on a hâte en tout cas de faire ta connaissance et d'en savoir un peu plus sur ton histoire. Mais avant ça, j'aimerais accueillir un autre homme bien connu de nos auditeurs. Lui aussi est médaillé d'or, mais cette fois dans nos cœurs. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, ça va ? Alors, bonjour Ladji, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va parfaitement, je suis vraiment ravi qu'on puisse accueillir Ladji parce que voilà, que tu l'as rappelé, c'est un double champion du monde et c'est la première fois qu'on reçoit un palmarès si prestigieux. Et puis au-delà de l'athlète, c'est quelqu'un que moi je connaissais qu'à travers les médias et qui renvoyait une image assez lumineuse et rayonnante, qui je pense a été un exemple pour beaucoup de personnes et même pour des personnes de demi-fond comme moi. Donc j'ai hâte d'aller un peu plus loin dans cet échange et la connaissance de notre champion. Ladji, pour préparer cette émission, je me suis plongé dans ta biographie. Oh là là. Et si on regarde un petit peu dans ton passé, on peut dire que tu es tombé dans l'athlétisme un peu par hasard, voire même peut-être par dépit. En effet, ton sport de prédilection était à l'origine le football, mais à la suite d'une blessure, tu es contraint d'arrêter ce sport. Alors pourquoi t'être dirigé vers l'athlétisme et même plus particulièrement les haies, qui sont, à mon avis, je parle sous le contrôle de deux athlètes, mais loin d'être la discipline la plus accessible en matière d'athlétisme? Après, je pense que le choix d'avoir choisi le 110, c'est un peu à l'image de mon caractère. J'aime bien ce genre de défi où c'est un peu plus difficile. J'ai commencé l'athlé parce qu'en fait, je voulais courir vite pour le foot, tout simplement. Je me sentais un peu plus malin que les autres pendant que je faisais de l'AS au collège. Donc, je voulais être footballeur comme tout gamin un peu, je dirais, issu de banlieue, même si j'aime pas trop faire ce genre de parallèle, mais les faits sont là. Je voulais être footballeur comme tous les autres, et puis à un moment dans mon collège, il y avait un coach et un éducateur, donc prof, spécialisé dans l'athlé, et qui m'a dit viens compléter l'équipe. À l'époque c'était des équipes de 6, il fallait être 6 coureurs, 6 sauteurs, et puis ils m'ont dit tu cours assez vite dans le foot, viens faire un peu d'athlé. Je dis non, c'est pas pour moi, c'est pour les filles. Désolé les filles, encore une fois. J'avais pas envie de mettre de collants, un truc comme ça. Et je voulais rester avec mes potes, et à un moment on me dit non, tu sais quoi, on va t'aider à apprendre à courir un peu plus vite, tu verras, tu feras des grands ponts sur 2 personnes, parce qu'à l'époque le geste technique c'était la roulette et le grand pont, et tout de suite j'ai fait ouais, je vais apprendre à courir vite, comme Ronaldo, le vrai Ronaldo, pas CR, hein. Et voilà, donc je me suis lancé en 6e, 5e à faire de l'athlé, et puis sauf que le prof, c'était un prof de décathlon. Donc j'ai commencé à faire du décathlon, j'ai appris à sauter, à lancer, à courir un peu plus longtemps, un peu plus vite, et puis après en cadet, il fallait choisir, on va dire, cadet junior, et puis je me suis lancé dans ce truc-là. Je vais un peu trop vite peut-être là. Non. Donc 1500 mètres alors. Donc on t'a vu sur 1500 mètres. Ouais, j'ai fait du 1500, j'ai fait du 1000 mètres, j'ai fait du lancer de marteau, j'ai fait lancer de disque, lancer de poids, j'ai fait un peu de marche.
C'est vrai, plus jeune. Alors là, je t'admire personnellement. J'ai juste pas fait de 400. Ouais. Alors, tes chronos sur 1500 mètres et 1000 mètres pour la curiosité. Pendant les épreuves combinées, j'ai déjà fait 2,40 au 1000 en salle, 4,26 au 1500 pendant le Dakar et voilà. Bah, les connaisseurs apprécieront parce que c'est pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de ces distances, ce sont déjà des chronos plus que propres, hein, comme on dit, c'est vraiment. Et après à la fin de la compète. Hein. Et en 7e ou 10e épreuve, suivant que c'est en salle ou en plein air. Du coup, hein, ça semblait un peu le cours de l'arnaque finalement, l'éducateur sportif qui te fait venir. Ouais. Je pense que le monde de l'athlétisme ne pourra que le remercier pendant de très très longues années. Mais du coup, au début où tu as commencé quand même l'athlète, tu étais en balance entre deux sports et tu n'avais pas forcément tout misé, ton potentiel sur l'athlétisme. Tu faisais pas forcément partie des tout meilleurs, non, même pas si, du tout, hein. même si tu avais quand même des belles qualités, comme on vient de l'évoquer. Et finalement, du coup, avec le recul, qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi, avec les autres? Quelles sont les qualités qui t'ont permis d'atteindre le très haut niveau, le top niveau mondial? Pour l'anecdote, après je vais essayer de revenir sur cette question. J'ai eu la chance de faire les points d'or, c'est une compétition Benjamin minime. J'ai eu la chance de faire les points d'or en Benjamin 2, donc la première année, donc être qualifié au championnat de France avec tous les autres gamins. Et je termine 42e sur 50, donc voilà. Mais le fait de faire un championnat de France, pour moi c'était quelque chose de très très valorisant. C'est valorisant, tu fais les championnats de France au bout de la première année, limite deuxième année d'athlétisme, et alors qu'avec tes potes, où tu vas jouer au foot, donc à niveau correct, tu passes tes week-ends un peu à te bagarrer et tu dois compter un peu sur les autres, et moi j'aime bien les sports d'équipe, donc j'aime bien me surpasser et être accompagné de collègues et de faire en sorte qu'on surpasse ensemble. Je suis arrivé donc 2 ans après, minime 2, je fais les points d'or, je les gagne à l'INSEP et sur le côté égo, c'était super, sauf que entre temps moi je faisais encore un peu de foot, et ce challenge là m'a plu, quoi. Je me suis dit en fait il faut que j'essaie de me faire un peu, c'est-à-dire de devenir un petit gamin, devenir un petit homme, et d'arrêter de suivre les autres, parce que en fait t'as envie de rester avec tes potes et faire du foot comme tout le monde en fait. J'aime le foot, je kiffais passer du temps avec les copains à l'UNSS Foot et au club de foot, mais c'est vrai que l'UNSS Athlé et un peu le club Athlé, c'était sympa parce que ça m'a fait découvrir plein de choses, quoi. Le fait juste d'aller à ces compétitions-là, et de rencontrer du monde et de voir que c'est plaisant, de voir que d'autres gamins de différents milieux étaient sympas et pas forcément méchants, comme je l'ai pu le voir au foot, pardon, je ne vais pas essayer de défoncer le foot, mais c'était un peu ça, d'aller toujours à une compétition et de dire, quand tu joues à domicile, t'es chez toi, t'es bien, et quand tu vas, je sais pas, à Étampes, à Évry, à Corbeil ou à Saint-Denis, bref, un peu à l'extérieur, tu dois te préparer à une troisième mi-temps. Et quand tu as 12, 13 ans, 14 ans, t'es pas formé pour ça, et il faut pas être formé pour ça en fait. Tu es là pour faire du sport, et le fait d'aller par exemple à Versailles ou aller à Conflans ou à Sarcelles, faire une compétition à Aubonne, faire une compétition et de passer une belle journée avec les autres et d'avoir montré à tout le monde ton surpassement sur cette discipline, peu importe le résultat que tu as fait, je trouvais ça très valorisant et très cool pour moi. Donc j'ai choisi de rester là où je me sentais le mieux, et voilà. Mais du coup, l'objectif au début n'est pas forcément, évidemment, on peut s'en douter, de devenir un athlète de haut niveau, un athlète professionnel. Est-ce que ça s'est fait un peu par hasard, ou finalement c'est un peu au fil de l'eau avec les résultats que c'est engrangeé? Ouais, c'est au fil de l'eau, c'est au fil des résultats que je me suis projeté, et j'ai pu mettre certains objectifs. En fait, juste au début, c'était voilà. Si tu veux monter dans le bus, il faut que tu viennes t'entraîner pour être avec les copains. Si tu viens le mercredi et le vendredi, c'était ça. Tu viens le mercredi et le vendredi, tu peux aller à la compétition du club d'athlètes. Donc peu importe le résultat que tu auras fait, il faudra aller là. Et à un moment, tu fais donc les départementaux, les régionaux, et après tu as les LIFA, donc interrégionaux. Pour être qualifié, il faut que tu ailles t'entraîner sérieusement pour pouvoir faire une performance, pour aller à cette compétition et reprendre le bus. Passer la journée avec d'autres copains et voir d'autres copains. Et là, tu te dis, ah ouais, je vais devenir un peu plus sérieux parce que j'ai envie de prendre le bus, moi.
Je suis pas là pour faire des résultats parce que je suis pas forcément bon encore. Mais j'ai la chance de passer une journée avec les autres et c'était marrant, quoi. Je trouvais ça vraiment cool. Et puis cette rigueur a commencé à rentrer dans cette petite éducation sportive, je dirais. Et voilà, après, quand tu bats ton record dans plusieurs disciplines, c'est beaucoup plus plaisant. Tu bats ton record en lancer de poids alors que t'es pas un lanceur de poids, mais derrière, c'est plaisant. T'es toujours en progrès, en fait. Et le deal, c'était, si tu veux continuer à avoir cette ambiance, il faut que tu ailles t'entraîner et tu pourras continuer à kiffer. Mais le résultat final d'être champion ou d'être professionnel de l'athlète, c'était pas un objectif pour moi, c'était passer du bon temps avec mes potes parce qu'entre-temps, je m'étais cassé le tibia au foot. Donc mon rêve de footballeur était fini, un championnat de France de foot. Je me suis fait casser un tibia, il n'y a même pas eu faute, ils m'ont dit simulation, j'avais plongé. Ouais, non, je te jure, vraiment. Disons que tu simules pas à moitié puisque tu prends garde de te faire mal aussi. C'est grave, je suis parti voir l'arbitre, c'était le championnat de France UNSS à Caen, je me souviens très bien. Et il me dit, tu plonges, c'était à l'époque de Ravanelli et tout là. Oh, ouais. Bon, je suis pro PSG, pardon. Et du coup, voilà, il y a tout qui s'effondre et puis je me dis, tu passes du temps à t'embrouiller et puis en même temps, tu veux pas tricher, on te sanctionne physiquement alors que t'as pas triché, quoi. Du coup, c'était un peu dur. Donc, l'athlète m'offrait autre chose. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais là. Même si je suis pas très performant, je vais passer du bon temps, je viens de m'amuser avec les gars et je vais aller dans ce côté-là. Alors, enfin, t'es pas très performant quand même. Tu alignes quelques performances. Et est-ce que du coup, est-ce que tu parles beaucoup d'aller avec les copains? Donc ça, effectivement, on comprend l'importance et effectivement, c'est fondamental parce que on a tendance à croire que l'athlétisme est un sport individuel, mais on ne perçoit pas forcément tout l'environnement collectif autour. Est-ce que l'environnement familial, proche, a joué également? Tes parents, ta famille t'ont accompagné ou ils étaient assez distants ou comprenaient pas forcément? ils étaient assez distants. Mon père, ma mère, mon frère, il était à fond dans le foot et puis. Mais sinon, ouais, non, mes parents n'ont pas été trop présents. Ils ont été juste présents dans le sens où ils disent, ok, tu veux faire du sport, tu veux faire de l'athlétisme, tu veux faire du foot, tu vas aller au bout. Je veux pas que tu t'arrêtes au bout de 2 mois en disant, ouais, c'est fatigant, il pleut. Non. Tu m'as fatigué pour t'inscrire, tu vas aller au bout de ton contrat, en fait, tu vas faire ton année. C'était une petite pression quand même. Et l'athlète, pareil. Tu veux faire de l'athlétisme? Ok, on va tout faire pour payer ta licence de l'AS et du club, mais ne me dis pas, j'ai mal, c'est trop fatigant. Tu vas aller au bout. Pour moi, c'était un accompagnement quand même, pas forcément physique, mais mental, quoi. Tu savais qu'à un moment, quand t'en avais marre, tu savais que tu pouvais pas rentrer à la maison et dire à ton père... j'en ai marre, j'y arrive pas. En tout cas, on peut dire que l'enseignement de cette valeur qui est la persévérance, ça t'a été très utile dans ta carrière d'athlète. Il y a une date, une période qui est assez décisive pour toi. C'est l'été 2005 où en l'espace de 2 mois, tu vas pulvériser le record de France en devenant d'ailleurs le premier athlète français à descendre sous les 13 secondes au 110 mètres haies. Puis, tu enchaînes au mois d'août en décrochant non pas 1 mais 2 médailles d'or lors des championnats du monde d'athlétisme en Finlande sur 110 mètres haies et 4 fois 400 mètres. Du coup, en très peu de temps, ta popularité, elle va exploser. Tu vas devenir une icône de l'athlétisme mondial. Alors, comment on fait pour gérer cette exposition médiatique et ce succès quand il est aussi soudain, surtout quand on est un jeune athlète de 22 ans? Je te pose la question parce qu'on a vu très récemment des athlètes comme Kevin Mayer ou Pierre-Ambroise Boss rencontrer des difficultés à gérer cette notoriété très soudaine. Je m'inscris en 95 juste pour accompagner les potes donc du collège. Il y a les Jeux en 96. En gros, 10 ans après, donc je fais champion du monde et les 3 premières années, c'était de l'athlé, je vais pas dire folklore, mais amusement avec les potes. Et puis tout d'un coup, tu fais des résultats, tu fais certaines sélections chez les jeunes, ça marche bien, mais je dirais c'est à huis clos, c'est entre nous. Pour rappeler, 2 ans avant, donc en 2003, il y a les championnats du monde à Paris. Et la France, elle cartonne. Elle cartonne avec notamment Mehdi Bala, Montebrun, les filles au 4x100, Eunice Barber, Rakil. C'était la folie. Et eux ont été, je dirais, un bon parapluie pour nous les jeunes qui étaient pas forcément exposés
en premier parce que les seniors du moment, Urtis Muriel et tout, ils prenaient toute la couverture médiatique. Et nous, les jeunes juniors espoirs, on avait le temps de faire nos gammes et on pouvait continuer à progresser tranquillement parce que la lumière était un peu sur les autres. C'est un peu ce que, par exemple, Jean Galfion m'avait expliqué à ce moment-là, que lui, il a eu la chance d'avoir Pérec en tête d'équipe de France et il a pu progresser tranquillement et faire sa carrière. Là, en 2003, il y a eu du monde. C'était top. 2004, par contre, c'était un peu moins top avec l'équipe de France et il fallait du renouveau. Donc, en 2005, j'arrive. Il n'y a plus ce parapluie-là, je dirais. Si, il y a toujours ces athlètes-là, mais il y a eu moins de lumière sur eux parce qu'on leur mettait la pression. Et puis, moi, boum, je sors et c'était un peu compliqué. Un peu très compliqué même parce que les planètes étaient très très bien alignées à ce moment-là et c'était un peu ce que la presse attendait. Donc tu avais Montebrin qui avait réussi en 2003, donc 2 ans avant, qui se plante. Tu avais Mehdi qui était deuxième aux mondiaux qui se plante, qui avait mal au mollet, qui vient pas. Donc c'était encore, on va dire, les Jeux Olympiques 2004 bis. Donc tu avais une grosse pression sur eux et puis boum, un jeune qui arrive, il se loupe aussi en 2004, mais il réussit en 2005 et qui fait un peu aussi mieux que Eunice Barber et Christine qui font médaille au championnat du monde. Donc c'était super. Franchement, super compétition, super content d'avoir réussi pour l'équipe de France et tout. Sauf que quand tu rentres chez toi, t'as laissé ton appartement comme il est. Donc pas rangé, on va dire. Et tu reviens, il est pas rangé, sauf que là, il va falloir apprendre à ranger plein de choses. Et tu reviens avec beaucoup plus de bagages. Et pour toi, dans ta tête, tu reviens dans ton appartement comme il était, en gros. Sauf que ton statut a changé et tu n'es pas prêt à ça. Même si tu le vois sur les autres, parce que j'ai eu la chance de voir la pression sur les autres athlètes en 2003, quand ils ont gagné ou bien excellé en 2003 à Paris, à la maison, c'est pas toi. Tu peux être préparé comme tu veux, tant que tu l'as pas ressenti. C'est compliqué. Et du coup, alors justement, pour reprendre ton expression, en 2005, tu deviens le parapluie, puisque voilà, du coup, donc tu deviens le parapluie. Tu gères ça comment? Parce que tu l'as dit, t'as la pression déjà sportive, parce que maintenant tu es l'homme à battre pour toute la planète entière, puisque tu es le meilleur. Tu as la pression du public qui veut te voir toujours réussir parce que voilà, tout le monde s'est enthousiasmé. Moi, je me rappelle très bien d'où j'étais ce jour-là. Donc, tu vois, on dit que ce sont les événements marquants qui fonctionnent comme ça. Tu as aussi, je suppose, évidemment, la pression des partenaires parce que maintenant, tu es là. Tu as toutes les sollicitations médiatiques. Comment tu nous dis que c'est très difficile? Nous, on ne peut pas l'imaginer parce que ça serait faux de dire qu'on peut. Mais du coup, tu gères comment ce moment-là ou cet après titre mondial? Après, je sais pas si je l'ai bien géré, je sais pas du tout. J'ai pas réédité une grosse performance comme ça, donc je dirais que j'ai pas su gérer le truc. Mais pour continuer là-dedans, en fait, juste avant de sortir de l'aéroport, t'as Galfion qui est en fin de saison, fin de carrière. Il termine en gros en 2006, mais c'était plus ou moins sa dernière compétition à ce moment-là. Il dit je me vois plus jeune. Donc moi, j'étais super flatté qu'il me dise ça, mais j'avais pas compris tous ces mots. Il me dit Ladji, t'es un mec bien, tu resteras un mec bien. J'espère que je suis toujours un mec bien, Jean, au passage. Et il me dit par contre, les gens qui sont autour de toi changeront et ils te diront que tu as changé. Prépare-toi à ça. Et là, il me met la pression quand même, j'ai avec mes bagages. Mais Jean, pourquoi tu dis ça? Allez, bon courage, à bientôt. Et c'est vrai, souvent, ton image a changé, quoi. En fait, les gens qui étaient super proches de toi, ils se rendent compte de la performance que tu as fait et ils se disent, voilà, t'es quelqu'un de connu, tout d'un coup, tu deviens personnage très très public et tu dois t'adapter à ça. Tu dois t'adapter à ton statut de promoteur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, promoteur de l'athlétisme français. Alors que moi, non, j'aimais pas être devant la presse. Il fallait l'accepter. Je pense que je sais pas si c'est un conseil, mais il faut accepter le plus vite possible ton nouveau statut, sans forcément prendre la grosse tête et dire oui, je suis. C'est pas forcément la bonne solution, mais accepter son nouveau statut de ok,
je suis dans les leaders, il faut que je fasse de la promotion pour mon sport parce qu'il faut que je donne envie à des jeunes à faire de ce sport-là, comme Pérec, Galfion à l'époque l'ont fait pour moi. Donc maintenant, je vais être dans la locomotive de ce truc. Mais en fait, t'as pas le choix, tout simplement. T'as pas le choix. Il faut le faire. Il faut vite l'accepter et puis après digérer comme tu peux. Bah, t'as des gains qui arrivent, t'as des nouvelles personnes qui arrivent, t'as des nouveaux amis qui arrivent, t'as les jaloux qui sont toujours là ou qui arrivent Ils sont encore plus nombreux. Et tu dois sourire tout le temps, et être tout le temps disponible pour tout le monde et ça c'est pas forcément facile. Ta vie intime elle change. T'es plus tu passes du mec qui va faire ses courses à je vais pas faire de pub mais au magasin à ah ouais, tu fais tes courses au magasin. Bah non, j'ai pas changé en fait. Je vais au magasin. Ah ouais, mais t'as pas un garde du corps? Bah non. Et c'est des choses que les gens te disent et te répètent, alors que toi tu te dis, mais attends, il y a 2 semaines, j'allais toujours là, j'avais toujours à la même boulangerie. T'as le regard des gens qui change. Quand tu retournes à la boulangerie, les gens sont contents de te voir. Ah salut, c'est ouais. Sauf qu'elle va le crier partout. C'est mon voisin, il habite là. Et t'as pas changé, comme disait Jean Galfion. T'as pas changé, sauf que ton statut il change et du coup tu fais attention. Je vais pas faire genre à la star, mais je me dis, ceux qui sont au-dessus là, pardon, ils vivent plus en fait. Et tu gères pas ça, et t'es pas prêt à ça en fait. Pour toi, c'est juste à gagner une compétition, t'es content, les gens vont être contents pour toi, mais ta vie elle va continuer pareil. Sauf que non, faut que tu gères les choses différemment. Tout. Et tu deviens là, le parapluie, à ton insu. Et il y a un moment où s'y fait, on prend le pli, ou finalement c'est soit quelque chose à laquelle tu t'es jamais finalement habitué? Je pense que tout le monde pète un plomb à un moment. T'en as marre. Tu t'enfermes dans ce que tu peux maîtriser et tu commences peut-être à devenir agressif. Tu réponds plus du tout à la presse, à tes potes, à tout le monde. Tu dis attendez, stop. Je veux plus ça. Et ça, c'est souvent. Ça commence souvent 2-3 semaines après, je dirais, après le sacre. Et ça continue pendant 3 mois, 4 mois. À un moment, tu dis ça s'arrête pas. Tu es invité à un plateau télé, tu dis non et c'est mal pris. Mais comment ça, tu dis non? Ça a été le cas, pour Stade 2. J'ai dit non, je peux pas. Je suis fatigué, j'ai envie de rester chez moi, je veux rester avec ma copine de l'époque. Et j'ai été blacklisté. C'est vrai. Ah, tu fais ta star. Ouais, c'était ça. Je dis non. Ils t'en veulent plus maintenant, j'espère. Je sais pas. Après, je peux comprendre qu'à ce moment-là, ils se disent, attends, le mec, on lui fait sa pub, il passe chez nous à 20h. Grosse audience, c'est devenu une star, il vient pas chez nous. Non, à ce moment-là, j'étais fatigué, j'avais pété un plomb. Je voulais plus faire tout ça. Et voilà. Mais je pense que tout le monde pète un plomb parce que t'en as marre de ce poids-là à devoir dire oui à toutes les sollicitations. Si tu dis non, c'est que t'as pris la grosse tête. Alors que t'es passé de rien à tout ça. Et souvent, c'est parce que t'as un mal-être, tu te dis attends, ça va trop vite. Et quand tu sens que ça va trop vite, tu mets un coup de frein. Et des fois, c'est mal interprété. Mais justement, tu vois, on a souvent le versant positif de la vie d'un athlète de haut niveau, parce qu'il y a les victoires, le travail, la patience, mais là justement on en parlait un peu aussi des moments difficiles et de la résilience qu'on doit faire face dans ces périodes-là. Et du coup, après tes 2 titres mondiaux, tu vas traverser une période un peu plus compliquée. En 2007, alors tu échoues à te qualifier en finale des championnats du monde d'Osaka pour seulement un centième de seconde. Déjà, 2006, voilà. Je me pète les mollets parce qu'en fait, je demande un break au coach. Je lui dis à Renaud, j'en peux plus, l'hiver 2006, je fais pas les championnats du monde, je crois que c'était à Moscou. Et il me dit, faut que tu t'entraînes quand même. Mais en fait, j'ai fait un break et puis je suis revenu pour les Europes, je me pète le mollet. Et 2007, voilà. Donc il y a 2007, après tu as 2008 où tu finis au pied du podium au JO. C'est quand même une 4e place dans une finale olympique. Enfin voilà. Mais elle est pas là. Voilà, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais loin de te décourager, tu arrives à renouer avec le succès l'année suivante avec une médaille d'or au championnat d'Europe à Turin. Après, les choses, elles se compliquent à nouveau avec un enchaînement de blessures. Notamment, tu dois déclarer forfait pour les mondiaux à Berlin. Tu vas avoir des pépins physiques qui vont te suivre un certain nombre d'années. Comment tu as vécu et quel regard tu portes sur cette période-là qui a été, on va dire, assez compliquée? Très compliqué, je dirais. Après, avec le recul, je me dis,
je me dis, bah voilà, c'est fait, c'est dommage, j'aurais géré. On se dit toujours, ouais, j'aurais dû gérer autrement cette période-là ou cette période-là. Je- à ce moment-là, moi, mon problème n'était pas forcément physique, même si on le voit sur certaines compétitions. Voilà, j'ai déclaré forfait sur des compétitions où j'étais pas du tout performant. Mais à la base, il était psychologique. J'assumais pas forcément ce statut-là. Dès 2006, tu as tout le monde qui est arrivé, beaucoup d'argent qui est arrivé, des nouveaux agents, des nouveaux trucs à faire, des nouveaux placements. Tu connais rien du tout à tout ça. Toi, ce que tu veux, c'est courir et faire plaisir à tes proches en disant ouais, on était à telle compétition. Et là, non, tu te dois de devenir plus fermé, plus accessible, mais en même temps, il faut que tu restes sur le terrain. Et tes sollicitations, elles sont multipliées parce que tu deviens professionnel et il faut que tu justifies certains gains parce que voilà, tu as des sponsors et tout. Et, et psychologiquement, moi, j'y arrivais pas et j'étais pas bien. Et du coup, ça s'est ressenti sur mon physique parce que voilà, j'étais pas forcément le meilleur technicien. Moi, ma force, c'était ma tête. C'était surtout ma tête. Et quand ta tête, elle est pas là, bah, et que techniquement, c'est un peu moins bien, bah, ça fait ça. Donc, quand tu arrives dans cette spirale-là, tu sais que tant que tu seras pas bien dans ta tête, physiquement, ça passera pas. Mais c'était compliqué. Franchement, c'était dur. Et tu as bénéficié d'un accompagnement comme un coach mental. Maintenant, c'est devenu, entre guillemets, très à la mode, en tout cas Ouais, très ouais. utilisé par les athlètes. Est-ce qu'à l'époque, tu étais accompagné Non. sur le niveau psychologique, Pas du notamment tout. pour gérer? Non, pas Pas du du tout. Et ça t'est pas venu à l'esprit non plus, ou c'est pas quelque chose qui se faisait? Non, ça se faisait pas trop. Si ça se faisait, mais c'était pas aussi démocratisé là aujourd'hui. Où aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la performance. À l'époque, bah, si tu étais suivi psychologiquement, c'était que tu étais fou, que tu n'étais pas bien. Il y a eu une période, après, je vais en parler. Il y a une période où tu avais Christine Aron qui avait un. J'allais en Voilà. parler justement. C'est soit que t'es fou, soit que t'es dans une secte. Ouais, voilà. Et quand Ouais. tu vois ce qui s'est passé, nous, en 2004, elle était là, elle se mettait derrière les starts de Christine, elle lui disait, elle mangeait un truc parce qu'elle avait perdu de l'énergie. Et nous, on rigolait, mais elle disait, bon, bah maintenant tu peux partir. Donc elle levait la main et Guy Antanon, qui était son coach à l'époque, lui disait, bon, bah maintenant je peux te donner un départ. Tu vois où ça va. Et là, tu crées une dépendance. Tu dis, attends, donc moi je vais pas bien parce que j'ai des soucis sur la gestion de ça. Je suis fatigué, j'arrive pas à dire non là et là, là, là. Il va falloir que je me fasse accompagner parce que faut que je vide mon sac. Donc t'en parles à ton coach, mais ton coach il est pas professionnel de ça. Et il te dit bon bah allez, ça va aller, t'es un gagnant. Oui, je suis un gagnant encore. Mais là en fait j'ai d'autres problèmes que je connais pas, Renaud, tu vois. Et puis lui aussi il apprenait des choses. Et qu'est-ce que tu fais? Bah tu laisses le temps se faire. Mais si tu vas solliciter un préparateur mental comme tu t'as pu le voir avant, bah là tu te dis attends, je vais montrer une part de faiblesse de ma part à mes adversaires ou à mes collègues et t'as pas envie de ça. C'est comme si tu avais baissé la garde et du coup c'était mal vu. Je sais pas si tu vois, c'est mal et voilà et c'était très mal vu. C'est comme aujourd'hui maintenant tous les athlètes, la plupart des athlètes ils ont un suivi diététicien, de diète ou de compléments alimentaires et tout ça. À l'époque, si tu avais ça, pardon, je suis pas super vieux, si tu avais ça, c'était oh, t'es chelou toi. Tu commences à prendre des trucs bizarres ou tu sais pas te faire à manger, tu vois. Alors qu'aujourd'hui non, ça fait partie de la performance. C'est pas te faire à manger. Oh gars, arrête les McDo, bref. Ouais, voilà, C'était mal vu. Ouais. L'environnement du sportif a totalement changé. Ah, Où c'est avant grave. on pensait que c'était juste l'entraînement pur et dur sportif, et maintenant on a compris effectivement que les dimensions diététiques, nutritionnelles, psychologiques étaient aussi fondamentales dans la performance que le reste. Mais malgré ça, même si toutes les choses ne se passaient pas comme tu le souhaitais, t'as jamais perdu espoir et du coup au contraire on a l'impression que la difficulté elle a encore plus nourri ta soif de victoire, non? Ben, en fait, quand j'ai commencé à performer et prendre conscience de ce que je faisais un peu, je m'étais promis d'essayer de faire 4 Olympiades. Donc je m'étais dit, voilà, tu as pas cette médaille-là, mais essaie de faire 4 Olympiades. Donc tu as commencé à 21 ans les Jeux à Athènes, essaie d'en faire 4 et terminer à tes 33 ans. Fais tout pour t'arrêter là. Et le luxe que tu peux t'apporter au-delà de la médiatisation ou des médailles et tout ce qui va avec, c'est de terminer quand toi tu as décidé de terminer.
et de pas terminer sur une blessure en te disant bah là je suis obligé d'arrêter. Si tu arrives à avoir ce luxe-là de te dire c'est bon, j'ai fait le tour et j'arrête, tu auras réussi dans cet univers-là. Et je m'étais promis d'essayer jusqu'à 2016 et c'est pour ça que j'ai poussé jusque-là. Justement, Ladji, en 2017, après les championnats de France en salle, tu annonces avec beaucoup d'émotion ta retraite. D'ailleurs, un énorme hommage t'est rendu par l'équipe de France et il y a de quoi, puisque lors de ton départ, ton palmarès est impressionnant. Tu détiens plusieurs titres de champion du monde, champion d'Europe et champion de France. Tu as d'ailleurs détenu pendant très longtemps le record de France du 110 mètres haies où tu étais, je le rappelle, le premier Français à descendre sous les 13 secondes. Pourtant, tu annonces dans une interview radio partir avec des regrets, même si tu précises que ces regrets ne sont pas profonds. Alors aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu arrives à te rendre compte des performances exceptionnelles que tu as réalisées pendant ta carrière ou finalement l'insatisfaction fait partie intégrante de la psychologie des grands champions? Bah, de toute façon, un athlète, ça reste toujours un insatisfait de base, même quand il arrête. Il est jamais content de ce qu'il a fait, même si sur le coup, il est content d'avoir gagné une course et d'avoir fait telle performance, mais il revient toujours en se disant, tu vois, à ce moment-là de la course, j'aurais dû appuyer un peu plus ou j'aurais dû faire ci, ça. Attends, t'as fait une performance, sois content. En fait, on est toujours comme ça, donc je serai jamais super satisfait de ce que j'ai fait. Je me dis, voilà, je fais 12,97, je savais très bien que je pouvais aller beaucoup plus vite. Sauf que je l'ai pas fait parce que à ce moment-là, je voulais pas faire de la performance. Je suis un athlète de l'opposition, c'est-à-dire j'aime moi la confrontation et pas forcément la performance. Je voulais pas faire, comme aujourd'hui, je veux pas faire la promotion de la performance, même si on fait un sport de performance. Sauf que ce qui fait se surpasser les gens et ce qui fait kiffer les gens, c'est la confrontation. Donc il faut que je reste sur mes regrets, je dirais, parce que voilà, ce qui a été fort, c'est ces courses-là où ça s'est joué jusqu'au cassé, le cassé du renard, jusqu'au cassé. Quand tu regardes une course de demi-fond, ce que les gens retiennent, c'est la dernière ligne droite ou les 2 derniers tours où il y a la confrontation, il y a le chrono derrière en plus, c'est super. Mais on veut voir jusqu'au bout cette sensation de savoir si le gars va aller le chercher jusqu'à la ligne ou pas. C'est la confrontation qui fait que voilà, ce sport est magnifique. Quand tu regardes un concours de perche, est-ce qu'il va passer la barre? Et l'autre derrière, ce qu'il va répondre. Après, c'est vrai que c'est super de voir un Duplantis ou un Lavillenie taper un record du monde. Mais non, ce qu'on veut voir, c'est tactiquement ce qui se passe. Je sais pas si tu vois je comprends un concours de longueur, tu veux voir si au dernier essai, le mec il va pas mordre, il va passer. C'est ce truc-là qui fait que moi j'ai kiffé ce sport-là, au-delà de la performance. Mais la performance fait que voilà, si tu arrives à faire les deux, t'es un génie. Mais c'est la confrontation qui m'a animé. Et ouais, je me dis voilà, c'était mon leitmotiv et je peux pas avoir de regrets, même si voilà le chrono. Je me dis bon voilà, t'as déconné. Ce jour-là, t'aurais pu aller le chercher un peu plus vite, quoi. Alors, Ladji, on va aborder un sujet un peu différent. Guillaume le disait, à 33 ans, tu prends ta retraite et tout s'est pas passé comme tu l'avais imaginé. Alors, sportivement, on en a parlé, mais tu annonces également à l'époque, dans une interview, être ruiné économiquement. Tu apprends, je crois, que tu dois 265 000 € aux impôts. Tu pensais pourtant être bien conseillé et encadré par des professionnels, mais tu découvres que ta signature a été falsifiée, que tu as été trahi par des gens en qui tu avais confiance. Et ton histoire fait écho de manière très troublante à une beaucoup plus récente qui date d'une semaine, celle d'Héloïse Le Sueur, qui vient justement d'attaquer la fédération d'athlétisme car elle s'estime être victime d'un abus de confiance. Alors l'idée, c'est évidemment pas de prendre position sur cette question-là, mais du coup, penses-tu qu'il y a un problème en France avec le suivi et l'accompagnement des athlètes de haut niveau? Si, c'est clair, il y a un problème avec le suivi et le statut de professionnel en France, même dans l'athlète, mais dans tous les autres sports. C'est
C'est dommage, moi j'en avais parlé déjà à l'époque c'est pour ça que j'avais pris la parole, parce que je savais que j'étais pas le seul dans ce cas-là. Héloïse n'est pas seule dans ce cas-là. La Fédé elle a sa part de responsabilité. Héloïse elle a sa part de responsabilité aussi. Mais il faut pas oublier que voilà, on est dans un pays où le sport n'est pas forcément valorisé à sa place et n'a pas vraiment, même si aujourd'hui il y a eu un gros effort au vu de ce qui s'est passé dans le passé. Il y a une évolution au niveau du statut du sportif, sauf que tu vois, tu n'as pas forcément de garantie comme certains professionnels du travail, parce que ça reste un travail quand tu commences à gagner ton argent. Et moi, j'en avais parlé au ministère. C'est ce qui est marrant au ministère. En plus, c'était Braillard, tu vois, qui était là, et maintenant qu'il est plus là, tiens, un petit coup, que t'es plus là, tu dénonces des choses. Il dénonce des choses, donc je dis, mais à un moment, il faut que les mecs, quand vous êtes en place, faites remonter les comment dire, les feedbacks qu'on a eu. Voilà, moi je suis de passage. Ça y est, moi j'ai eu un problème. Héloïse, elle a un problème depuis plus de quelques années. Ça fait 1 an qu'elle essaie de monter un dossier et voilà. Aujourd'hui, elle fait part de son mal-être et il faut que ça change. Il faut que les personnes qui osent parler de leur histoire, même si elles sont différentes, même si on a chacun notre part de responsabilité, il faut que ça avance. Aujourd'hui, le sportif de haut niveau, celui de demain, d'après 2024, celui qui va faire partie de cette armée française du sport, il faut qu'il ait des garanties. Quand tu as tes gains et que tu travailles avec des professionnels, que ce soit au niveau des comptables ou des gestionnaires de patrimoine, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance de résultat avec ces personnes-là. Si tu es amené à rencontrer des personnes qui sont aussi professionnelles mais qui ne sont pas listées par, c'est ce que j'avais proposé, listées par le ministère, par exemple, comme garant de bons résultats, tu peux aller partout. C'est comme ça que les faux agents, ils arrivent à être là, à soudoyer des footballeurs ou des basketteurs ou des rugbyman. C'est parce que on laisse la porte ouverte à tout le monde, à des gens qui ne sont pas licenciés, donc ils ont une licence de travail, ou à des gens qui ont des licences et qui font du mauvais travail. Et que dans ce milieu-là, en fait, on n'est pas nombreux. Et malheureusement, c'est récurrent, sauf qu'à un moment, il faut, pour la santé du sportif, parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand ton mental n'est plus là, à cause de ces soucis extra sportifs pour moi, la performance ne peut pas être là. Et normalement, tu dois faire toute ta carrière sans penser à savoir si vraiment ton comptable ou ton gestionnaire de patrimoine, il te la met pas à l'envers. Et c'est pas normal. Pour avoir choisi un mauvais comptable, tu l'as pas en fait, cette assurance-là. C'est toi et ta chance. Et voilà. En tout cas, en ce qui te concerne, ces galères, ces difficultés, tu vas réussir à les surmonter, à te battre, et tu vas notamment t'en sortir en réussissant à te réinventer et en capitalisant sur ton image, en participant par exemple à Danse avec les stars, où tu arrives quand même à tenir 10 semaines aux côtés de ta partenaire de danse Inès Vandamme. Alors moi je suis assez admiratif parce que j'ai suivi l'aventure et j'ai vu ta progression au fil des épisodes, et tu sais, on a toujours une relation particulière avec la danse, surtout quand on doit sortir de sa zone de confort, quand on est un athlète de haut niveau et qu'on est habitué à un certain niveau de performance. S'exposer comme ça, avec ses difficultés, avec ses peurs, avec ses craintes, devant des millions de téléspectateurs, j'imagine que ça doit pas du tout être évident. Moi, personnellement, je suis terrifié, rien qu'à l'idée d'y penser, de danser sur un plateau télé. Fred, toi, je sais pas, mais je pense qu'à mon avis, ça aurait été un peu compliqué pour nous. Toi, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as hésité à accepter cette aventure ou tu t'es pas posé de questions ? Non, ouais, en fait, on m'a proposé le casting il y a 2 ans, je crois. Donc je venais d'arrêter ma carrière et je n'étais pas trop pour faire ça. Je dis non. En plus, comme vous avez vu, j'ai perdu confiance en moi, mais c'était ouf, c'est ouf quoi. Le mec qui marchait, qui était content, je suis toujours là, mais j'ai perdu confiance en moi. Donc dès que j'arrivais en compétition, tu sentais que j'étais pas moi. Et quand on m'a proposé ce truc-là, j'ai dit non, je le fais pas. Je viens de finir ma carrière, je voulais faire un bon championnat de France, je l'ai loupé, blablabla. Et au final, on m'a poussé à faire le casting en me disant vas-y, fais le casting, tu vas faire autre chose, et puis t'inquiète, c'est rien, c'est juste un casting, c'est pas dit qu'ils vont te prendre. Donc j'ai fait le casting, ça s'est super bien passé, j'étais
pas forcément à l'aise, mais c'était marrant. Et puis c'est un an et demi après, qu'il me rappelle en me proposant le deal. Et puis donc je regarde un peu si j'allais avoir du temps. Et je me suis dit de toute façon j'irai pas loin. En règle générale, les sportifs vont pas loin, donc pourquoi pas le faire. Et puis ça peut être une espèce de thérapie pour moi. Franchement, un autre challenge, essayer de reprendre confiance en moi, m'exposer aux gens et montrer ce que je suis capable de faire. Et je l'ai pris comme une thérapie d'abord, pour essayer de casser cette image de t'es devenu de la merde, pardon, mais vraiment. Et puis en deuxième temps, c'était pourquoi ils sont venus me voir, c'est que les têtes du moment ne peuvent pas le faire. Donc les têtes du sport aujourd'hui ne peuvent pas passer plus de 1 mois minimum. Donc c'est 3 mois, mais 1 mois de danse pour représenter les sportifs. Et si ils sont arrivés à moi, c'est que y en a beaucoup qui n'ont pas accepté. Et ce créneau-là, il faut pas qu'on arrive à le perdre. Dans le sens où le créneau sportif, il est important. Et parapluie, pour revenir au parapluie, le fait de représenter le sport, il faut qu'on montre ce que c'est, qu'on est capable de s'adapter à plein de choses, même si on n'excelle pas. Et si moi aussi je n'accepte pas ce challenge-là, en plus de la thérapie, ils vont le proposer, pardon, je suis désolé pour eux, mais ils vont le proposer aux influenceurs et aux gens de télé-réalité, qui font en sorte que la télé d'aujourd'hui est différente. Et en vue de 2024, si on a envie que les gens s'intéressent aux sportifs, et qui se sentent concernés par la compétition qui arrive et la chance de voir les Jeux Olympiques à Paris, parce que c'est une chance, c'est un délire. Après avoir vu 2003 à Paris, je me dis, mais tu imagines pour tous les sports à Paris en 2024, ça va être un délire. Il faut que nous, on prenne la place. Ils viendront pas chez nous, les gens. Ils viendront pas chez nous, il faut qu'on aille chez eux. Donc ces 3 points ont fait que j'ai dit ok, j'accepte de m'afficher, on dirait, à la télé, de montrer que je vais être combatif et que j'ai appris à être régulier, à entendre mon coach Inès me taper sur les doigts, à dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce qu'un sportif c'est ça un coach. Et t'acceptes d'être en bas pour pouvoir faire une belle prestation. Et je vais essayer d'être le plus naturel possible. Je vais essayer de sortir le moins tard possible, mais de représenter le sport en vue des autres. Parce que 2024, si les gens ne s'intéressent pas au sport, ils ne viendront pas au stade voir la compétition. En fait, c'était les 3. Mais c'est marrant parce que comme tu le décris, l'émission, moi c'est comme ça que je la vois aussi. J'aime beaucoup Danse avec les stars et je trouve que dans cette émission, ce qui est fort aussi, c'est que généralement les participants, les stars, sont souvent des personnes qui sont dans une phase, dans un tournant dans leur carrière. Voilà, ils sont dans un tournant, ils sont dans une phase qui sont décisives et ils utilisent Danse avec les stars justement comme tremplin. Mais c'est un tremplin qui est, je ne vais pas dire cher payé, mais qui se mérite vraiment parce qu'on doit sortir de sa zone de confort. On doit s'exposer au grand public. On a tous une relation particulière avec la danse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut avoir un rapport au corps. Il y a aussi le relâchement. On est confronté aussi à d'autres participants qui ont des niveaux qui sont peut-être des fois meilleurs que nous. Donc on se met vraiment en danger. On se met vraiment en danger. C'est en direct quasiment, à quelques minutes, mais c'est quasiment en direct. Donc il y a énormément de symboles dans cette émission-là. Moi, c'est ce qui me plaît en tout cas. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Donc je suis content de savoir que tu le vis vraiment comme moi. Je le ressens. Est-ce que justement aujourd'hui il y a des regrets? Quel souvenir tu gardes de cette aventure? Est-ce que tu le referais par exemple si c'était à refaire? Quelques semaines après la fin de l'émission, non, je l'aurais pas refait. Mais au final, je me rends compte que j'ai réussi un peu ma petite thérapie, je dirais. Je le referais parce que c'était quelque chose que j'ai vraiment kiffé. J'ai rencontré du monde, j'ai rencontré d'autres personnalités qui se sont surpassées aussi. Ils m'ont vu avec l'étiquette du sportif. C'est pas difficile pour toi. En fait, j'en ai chié aussi. Et il fallait apprendre à jouer, à être pas acteur, mais à jouer avec son corps, à donner des émotions. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. Quand tu es dans ta ligne de départ, tu regardes pas tes adversaires en disant salut, ça va. Non, tu tires la tronche, tu passes une haie, t'es moche. Sauf que là, fallait jouer à un autre jeu et il fallait sortir de son confort. C'est vrai que s'entraîner 5 heures par jour, pour nous, c'est pas forcément difficile. C'est difficile, hein. Mais là, faut compter. Je compte pas moi quand je danse. Il fallait compter, il fallait montrer sa présence, il fallait jouer avec les émotions, il fallait apprendre des danses que tu connais pas. Tout ça, je connaissais pas, les danses latines et tout. Vraiment, j'ai jamais fait. Et puis en plus, je détestais à la base. Et donc j'ai dit allez, je vais me prêter au jeu. C'était difficile, mais
il fallait qu'on soit là. Et puis avec Samy, voilà, on s'est fait une petite compétition et je pense qu'on a réussi. Et pourquoi quand tu as dit tout à l'heure, juste après, je l'aurais pas fait, pourquoi Parce que ça prenait du temps et c'était difficile. Parce que sortir de cette zone de confort, et s'exposer aux gens, voilà, t'avais des gens qui étaient méchants aussi. Donc, et toi, t'es habitué à ce qu'on te dise ah c'est super, et en fait non, c'était pas forcément super. Et ce qui était difficile aussi, c'était le jugement. Moi, je viens d'un sport où la performance est ton juge. Et là, c'est les gens. Et c'est ce que tu. T'as pas de chrono. Ouais, c'est ce que tu dégages qui va être L'interprétation, ton juge. Et ta popularité et tout. Donc, sur le coup, ça prenait du temps. J'avais mal partout. J'avais mal au mollet, j'avais mal à la tête, en fait. C'était dur psychologiquement de se dire, ok, la semaine prochaine, c'est une autre danse. Il faut compter comme ci, il faut faire ça. Waouh. Mais après tout, ouais, c'était génial. Bravo, en tout cas, bravo, parce que merci. voilà, t'as vraiment, t'as été un très bon ambassadeur de l'athlétisme. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et on t'a vraiment vu performer, t'améliorer au fur et à mesure. Parce qu'au début, c'était dur, donc vraiment, c'était un plaisir de te suivre. Et Ladji, tu manques pas de ressources non plus au-delà de la course, parce que donc il y a eu Danse avec les stars. Et puis tu es également. Là, il y a Fort Boyard là. Non, on va pas en parler. Mais tu es également cofondateur. Alors je vais citer les noms en entier, hein, même s'il y a des liens, avec Boro Doucouré et Mathieu Lahaye. Vous êtes fondateur des Golden Blocks. Alors, un événement qui est soutenu notamment par Nike et qui a pour ambition de faire sortir l'athlétisme des stades pour l'emmener au cœur des quartiers, au cœur de la ville. Alors avec cet événement, hein, moi, il me semble que vous désirez avant tout promouvoir auprès des plus jeunes la confiance en soi, l'esprit d'équipe et l'ensemble des valeurs qu'on attribue au sport. Alors la question qu'on se pose, c'est pour toi, pourquoi c'était indispensable de venir au contact des plus jeunes pour promouvoir ces valeurs et peut-être opérer les champions de demain? Parce que souvent, quand tu es jeune, tu as des préjugés sur ton sport, comme je l'ai eu. Moi, je voulais pas faire d'athlétisme, c'est pas pour moi. Moi, je veux jouer au foot avec mes potes. Et je me suis rendu compte que c'était un sport magnifique, que ça dégageait tellement de valeur sur la vie et le sport en général. Ça construit l'adulte de demain. Et on avait envie avec mon frère et Mathieu de renvoyer l'ascenseur, tout simplement. Regardez, nous, on a fait un voyage. On a été chacun à son niveau, mais on est super fiers d'avoir participé à ce sport-là qui est magnifique. Donc, on essaie de casser un peu les codes, d'aller vers eux, donc pas les amener au stade, mais en premier temps d'amener un stade vers eux, qui joue à la course, comme je le disais tout à l'heure, qui joue à la confrontation, au défi, ce qu'on fait dans la cour d'école tout le temps. Quand tu fais la course contre quelqu'un, le premier arrivé au portail, on a tous fait des relais autour d'un arbre, on a tous fait le concours de celui qui touche le plafond, celui qui touche à l'arbre, on a celui qui saute au-dessus de la flaque d'eau, on a tous fait ce genre de jeu, sauf que quand on l'appelle athlétisme, souvent ça freine parce qu'on se dit faut courir et tu sais pas pourquoi, sauf que courir pour courir, faut apprendre à courir pour se surpasser et kiffer. Et quand les jeunes s'apprêtent à faire un peu de sport, ils se sont freinés, surtout aujourd'hui avec la nouvelle génération. Et nous, on avait envie d'essayer un format un peu bizarre, avec de la musique et de la confrontation à fond seulement, et pas de chrono. On veut pas de notes, en fait. On veut pas dire toi t'es mieux que lui. On veut pas de notes. On veut juste surpasse-toi, représente ta classe contre l'autre classe, et on va voir qui est la meilleure classe. Et là, tu sais qu'il y a tout le monde qui vient. Tu fais courir d'abord les profs. Et alors que souvent certains élèves ont des problèmes avec les profs, ils disent t'as vu monsieur Poitier là, il a tapé le prof, et puis vas-y on va le représenter, et puis tu crées des liens. Et voilà, ce que j'ai pu voir, on essaie comme beaucoup, tout ce qu'on a pu voir, on essaie de le refaire aux plus jeunes et relancer ce sport, parce qu'il est magnifique. Il est déjà lancé, mais par ce biais-là, quoi. On voit que la transmission est importante pour toi. Je crois savoir que tu encadres également un groupe d'athlètes de haut niveau à l'INSEP. Qu'est-ce qui te semble le plus important à tes yeux dans ce que tu peux transmettre? Est-ce que pour toi c'est l'aspect technique, ou c'est ton partage d'expérience, ton retour d'expérience sur les grands championnats par exemple? En ce qui se concerne l'INSEP et l'entraînement spécifique, je pense que c'est les deux. J'ai eu la chance de rencontrer
des champions pendant ma carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit Galfione, Girard, Pérec, Diagana, beaucoup de Diagana, ou d'autres athlètes de ma génération qui me faisaient des retours sur leur expérience. Je trouve que c'est intéressant et il faut toujours se nourrir de ce que les gens ont ressenti et ont fait. Aujourd'hui, je suis coach. J'apprends à devenir un coach. Ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, limite, 3 ans, si on compte cette année. Les athlètes arrivent avec leur image de la vie de sportif un peu erronée. Ils ont déjà tout vu, tout fait, tout vécu, les jeunes. Et moi, j'ai envie de leur montrer que t'as vu, tout vécu, mais non, c'est pas ça la vie en fait. Il va falloir que t'en chies pour faire ça. Moi, j'ai vécu ça, lui, il a vécu ça, j'ai eu cette expérience-là. Guy Dru m'a aidé à l'époque, alors que je le connaissais que non. Il m'a orienté sur comment évoluer en partant aux États-Unis et faire de la confrontation directe. Je l'ai fait, j'avais progressé tout de suite. C'était après 2003, ça. Et je me dis, j'ai aussi, je dois avoir ce rôle-là sur l'aspect retour d'expérience. Après, il y a sur l'aspect technique aussi. Du coup, moi, je suis à fond dedans là. Ah ouais, non, ta jambe elle est pas comme ça, il faut qu'elle soit comme ça, regarde, il y a ça. Ah ouais, tu joues sur internet, tu vas sur les comptes, regarde, tu regardes le profil de lui, regarde quand il travaille, il fait ça. Parce que j'étais un peu l'ancien à dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais t'as vu, coach, lui, il a fait je sais pas combien de likes et en plus dans sa gamme, il a fait ça. Écoute pas les likes. Par contre, ce qui est bien dans sa vidéo, c'est ça. Et regarde la vidéo de lui. Donc, tu utilises un peu les outils d'aujourd'hui pour les contrer parce que je te jure, c'est compliqué. Hein. Tu sais, quand t'entraînes un groupe et puis à l'époque, déjà, moi, il y avait les casques, c'était mal vu. Là, ils ont tous des AirPods, donc tu passes 10 minutes à donner la séance et tu te rends compte qu'ils t'ont pas écouté. Ah, c'est chaud. Mais bon, ouais, ça c'est une anecdote. Mais Fred, voilà. il doit connaître ça lui aussi. Mais lui, il interdit les téléphones. C'est vrai. Sur les Des fois, je les vois pas. Tu sais, ils sont là avec leur capuche, il fait froid. Alors, moi, je pense que j'étais un peu plus vieux que toi, tu vois, parce que quand les gens arrivent sur la route, sur le marathon et tout, bon voilà, mais c'est vrai que les problématiques que tu soulèves sont des vraies problématiques, ce qui montre aussi notre capacité à savoir s'adapter et de pas entraîner comme nous, on a pu être entraînés. C'est ça qui est difficile. Mais c'est là que tu prends la claque. C'est là que tu te dis, ah ouais, une nouvelle génération. C'est clair, hein. Quand tu donnes des intentions de course, relâché au premier 200 par exemple, et tu te rends compte, en fait, il a laissé un AirPod et il écoute sa musique parce qu'il a envie de s'évader et que tu n'as pas entendu, là tu te dis, attends, il se fout de moi ou... Mais il faut que tu t'adaptes. Pour certaines séances, j'interdis. Pour d'autres, je laisse la musique en fond. Non, et puis tu soulevais une des problématiques qui, pour moi, est plutôt un bienfait. C'est le fait que finalement, on va te renvoyer à ce que d'autres athlètes peuvent faire et publient. Et du coup, c'est aussi dire qu'on a des athlètes qui s'intéressent vraiment à leur sport, qui regardent ce qui se fait à côté, mais qui, du coup, à un moment, contestent un peu l'autorité de l'entraîneur. Ils disent, oui, mais tu demandes de faire ça, mais lui, il fait ça. Et ce qui est intéressant pour l'enrichissement de l'entraîneur, mais à un moment qui aussi pose une difficulté, tu l'évoquais. On dit pourquoi on fait pas cette gamme, t'as vu, lui il a fait ça, il a fait je sais pas combien de vues. Ouais, mais sa gamme elle sert à rien pour toi, pardon. Pourquoi tu veux faire ça? Moi je te demande de poser le pied de cette manière-là et pas cette manière-là. Ouais, mais c'est joli, ouais, mais c'est dégueulasse, pardon. Ah, des fois, les motivations des athlètes sont parfois un peu curieuses. Tu sais, là-dessus, on aime bien terminer nos émissions avec des questions récurrentes. La première, c'est celle-là. Si tu pouvais revenir 20 ans, 25 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Ladji de 9, 12 ans? Le petit de 9-12 ans? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu pourrais parler avec toi-même? Je sais pas, je me dirais, hé gamin, vas-y à fond, tu vas kiffer. Parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu sur la défensive, comme j'étais un tout petit gringalet, je suivais les autres et puis j'ai découvert l'athlète, je disais, bon c'est sympa, mais moi je veux être footballeur, je veux faire ci, je vais rester avec mes copains. Là non, écoute, ton voyage va être sympa, vas-y fonce. Alors une question bonus qu'on aime bien poser également, si tu dois te référer à un ouvrage, à un film, une citation, quelque chose de fort ou comme une sorte de mantra que tu te répètes ou que tu peux regarder ou que tu lisais avant les compétitions, les moments importants ou qui ont été clés dans ta carrière d'athlète et d'homme. Je me disais toujours 2 phrases. Il y avait le sifflet là.
du juge arbitre qui disait en gros déshabillez-vous, vous allez partir là. Donc t'as enlevé tes habits, tu disais allez bon c'est parti maintenant. Je me disais vas-y à fond, kiffe et ressors avec le sourire. Peu importe ce qui se passe, ressors avec le sourire. En gros t'as tout fait pour même si il y a l'échec. Hein. Et puis du coup j'enchaînais sur l'échec n'est pas une fatalité, mais ne pas se relever peut l'être, pardon. Et chaque fois je me disais ça. Si t'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Si tu essayes et tu tombes, bah c'est comme ça. Mais si tu te relèves pas, bah là c'est une fatalité en gros. Faut pas avoir peur de tomber. Faut pas avoir peur de mal faire. Et souvent, bah je faisais bien et je faisais mal. Et c'est là qu'on apprend aussi. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, rien de plus. Vraiment, merci Ladji pour cet échange plein d'humanité et plein de partage. Voilà, vraiment, on a pu apprendre à te connaître plus et voilà, voir que tu n'es pas juste une image celle qu'on a pu imaginer, mais que tu es bien la personne qu'on pouvait penser être. Remerciements particuliers à Joséphine et Juliane d'avoir facilité cet échange, et remerciements aussi aux équipes de Rive de nous accueillir dans leurs magnifiques locaux, et à Sunday Night Productions de produire cet épisode. Merci beaucoup Ladji, on te souhaite que le meilleur pour la suite. On a hâte de te retrouver, alors je sais pas, sur Franck Boyard ou peut-être sur ou peut-être au Marathon de Paris, je sais pas, qui sait, peut-être. Des fois l'avenir est plein de surprises. En tout cas, on te souhaite que le meilleur et on te dit à très vite. Merci à vous, j'espère que le voyage dans ma tête de coureur a été semé de plein de haies. À très vite, salut.